Eh ben, je prends la suite de la parole puisque le webinaire démarre. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 4e webinaire qui porte plus particulièrement sur l'autopartage entre particuliers dans les politiques publiques de mobilité. Voilà, on reviendra sur en effet les précédents webinaires et où vous pouvez trouver les enregistrements et les comptes rendus. Moi, je vais vous présenter le déroulé pour démarrer. Et voilà, il y aura des temps d'échange suite à différentes séquences où on vous repassera la parole, mais vous pouvez tout au long du webinaire utiliser le chat si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Donc, n'hésitez pas à commenter ce que vous entendez ou à contribuer dans le chat. Eh bien voilà, le déroulé va se passer. Donc on est ensemble jusqu'à 15h. On a beaucoup de témoignages sur ce webinaire et on espère tenir le timing. Voilà, pour démarrer, donc il y aura une petite introduction justement, comme je disais, pour revenir sur les webinaires passés. Un point, on reviendra sur la définition de l'autopartage entre particuliers. On l'a déjà abordé dans les précédents webinaires, mais là, on a des participants nouveaux, donc c'est l'occasion de le redire. On aura un point sur le cadre réglementaire de l'autopartage, plus particulièrement, plus largement, et comment s'inscrit l'autopartage entre particuliers, comment il peut s'inscrire dans les politiques publiques. Notamment, on aura le témoignage de Benoît Klein de Brest Métropole. Ensuite, l'autopartage entre particuliers dans les offres de mobilité, quelle peut être sa place? Un troisième point sur comment les acteurs peuvent-ils encourager l'autopartage entre particuliers. Et là, on aura un certain nombre de territoires et de collectivités qui apporteront leur témoignage, donc une grosse partie. Et puis, on finira par un temps sur vos besoins, vos attentes en tant que collectivité publique, de quoi vous pourriez avoir besoin pour accompagner des projets d'autopartage entre particuliers sur votre territoire. Et on aura un dernier point d'actualité, ou en tout cas de prochaines rencontres qui peuvent vous intéresser dans le cadre du collectif qu'on anime. Voilà, donc je n'ai pas redit, c'est vrai en introduction, mais vous dire que ce collectif de l'autopartage entre particuliers, il est né d'un appel à commun de l'ADEME en mars 2024, et donc qui nous permet de travailler sur ce sujet spécifique de l'autopartage entre particuliers, et notamment d'essayer de fédérer toutes les personnes qui sont actives sur le territoire national, et de rassembler aussi l'ensemble des ressources qui existent, et qui fera l'objet d'un site web dont je vous reparlerai à la fin de ce webinaire. Voilà. Et ben, je passe la parole à Bruno Cordier. Donc, pour faire l'historique, on n'aura pas le temps d'aborder toutes les questions qui touchent à l'autopartage entre particuliers aujourd'hui. Il y a des points qui ont été vus dans les webinaires précédents. Donc, un premier webinaire qui était le webinaire de lancement au mois d'octobre. Un deuxième qui a concerné les leviers et les freins de l'autopartage entre particuliers. Un troisième sur comment lancer un groupe d'autopartage entre particuliers. Et vous aurez sur la diapo suivante, et le support vous sera diffusé après ce webinaire, l'ensemble des liens à la fois vers les supports de présentation et vers les enregistrements audio-vidéo. Dans les thèmes qui ont été abordés, donc il y avait la question de... Attends, si tu peux rester sur la diapo... Voilà. Les questions de motivation, les éléments déclencheurs, les freins, les outils pour organiser et faire fonctionner un autopartage entre particuliers, donc à l'échelle d'un ou de plusieurs groupes, comment calculer et partager les frais, comment les choses se passent pour l'assurance, comment animer et gérer un groupe d'autopartage, donc, etc. C'est des points sur lesquels on pourra revenir ponctuellement aujourd'hui, mais pour lesquels on vous renverra un certain nombre de fois vers ces diaporamas précédents, vers aussi le Discord sur lequel vous aurez un certain nombre de ressources sur ces sujets-là. La diapo suivante, Adeline. Donc voilà les liens que vous aurez avec la diffusion de ce support. Donc la définition de l'autopartage entre particuliers. Si tu peux passer à la diapo, voilà. Donc l'autopartage entre particuliers, c'est une définition qu'on a établie en commun, qui a été validée du côté de l'ADEME et du ministère. Donc il y a 6 critères cumulatifs.
Usage partagé d'un ou plusieurs véhicules. Donc ça concerne l'autopartage dans son ensemble et le covoiturage dans son ensemble. Là où ça se distingue d'autres formes d'autopartage et bien sûr du covoiturage, c'est que les véhicules sont possédés individuellement, donc soit par une seule personne, soit en indivision par plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle la copropriété en langage courant, ou bien par le biais d'une association. Donc les véhicules appartiennent à une association qui les met à disposition de ses membres. Là où on se distingue du covoiturage, c'est que les gens ne sont pas ensemble dans la voiture, mais ça vous le savez tous, hein, c'est la définition de l'autopartage sous toutes ses formes. Que les personnes se connaissent, donc là ça fait la distinction avec les autres formes d'autopartage, ce sont des amis, ce sont des voisins, ce sont des collègues, ou ce sont des gens qui ont été mis en relation par un tiers, ça peut être des amis d'amis, des amis de voisins, ou ça peut être une mise en relation par le biais d'une association ou d'une collectivité locale par exemple. Et des personnes qui n'appartiennent pas au même ménage fiscal, donc pas des conjoints et pas des enfants, même adultes hors du domicile, des enfants étudiants par exemple. Là, on n'est pas dans le cadre de l'autopartage, on est dans le cadre de l'usage d'une voiture au sein d'un même ménage. Là où on se distingue des plateformes de mise en relation qui sont plutôt de la location entre particuliers, c'est que la relation et l'usage de véhicules sont inscrits dans la durée. Donc, ce n'est pas un emprunt ponctuel, mais c'est un emprunt qui se répète sur une durée plus ou moins longue, qui reste réversible. On peut rentrer et sortir assez facilement d'un autopartage entre particuliers. Et dernier point qui le distingue des plateformes de location de véhicules entre particuliers, c'est que c'est un simple partage des frais, il n'y a pas de bénéfice. Et une des conséquences de cette absence de bénéfice, c'est également qu'il n'y a pas d'imposition et pas de soumission aux charges sociales, mais Delphine Hardy y reviendra tout à l'heure. Donc, quelques chiffres, ce sont des calculs les premiers sont des calculs que j'ai faits à partir de la dernière enquête nationale mobilité qui date de 2019. On a à peu près 30 000 véhicules qui sont partagés entre des particuliers. Et ça représente environ 90 000 autopartageurs en comptant le propriétaire du véhicule et le ou les emprunteurs. On a en moyenne 2 emprunteurs par véhicule. On peut avoir des gens qui sont emprunteurs sur plusieurs véhicules différents. En moyenne, enfin, plutôt qu'en moyenne, on va dire, le cas le plus répandu, c'est que chaque emprunteur utilise une voiture 1 à 3 fois par mois. Voilà la fourchette habituelle. Et contrairement aux autres formes d'autopartage, c'est une forme d'autopartage qui se rencontre sur tous les types de territoires. On en a bien sûr en urbain, c'est là où le potentiel est le plus important, mais on en a également en périurbain et en rural. Donc, c'est la forme d'autopartage la plus souple et la plus adaptable, y compris en termes de densité de population. Donc, les impacts. Alors, il va y avoir une enquête nationale qui va être lancée là, dans les semaines qui viennent, qui va concerner les différentes formes d'autopartage, dont l'autopartage entre particuliers, qui va permettre d'en savoir un petit peu plus. Donc les impacts, ce que je vous présente là sur cette diapo, c'est sur une petite centaine de véhicules. Donc première chose, c'est que suivant les cas, on a une baisse ou une stabilité de la motorisation, donc un nombre de voitures qui est stable ou un nombre de voitures qui baisse, et en tout cas possibilité de différer l'accès à la voiture, l'achat d'une voiture pour des gens qui vont faire de l'autopartage entre particuliers pendant un certain temps et qui ensuite vont acquérir une voiture. Donc, on gagne quelques mois ou quelques années sur l'accès à la voiture. Pour les propriétaires, la mobilité en voiture va être stable ou va baisser, puisque la voiture n'est plus disponible 24 heures sur 24. Pour les emprunteurs, ça dépend de leur situation antérieure. Si les gens avaient une voiture avant, avec l'autopartage entre particuliers, ils vont avoir tendance à rouler moins qu'avant. S'ils n'en avaient pas, ils vont avoir tendance à rouler un petit peu plus, mais uniquement pour des déplacements qui sont strictement nécessaires. Et le point fort, surtout, c'est la question sur le long terme, c'est que ça fait partie de ce que j'appelle la boîte à outils des solutions alternatives à la voiture solo. Donc, certains déplacements vont se faire en autopartage entre particuliers, d'autres vont se faire en transport en commun, d'autres à vélo, à pied, en covoiturage ou par d'autres formes d'autopartage. Et le dernier point, c'est le renforcement du lien social, donc à la fois les liens de proximité, aussi le lien, c'est aussi pour ça que ça intéresse les collectivités locales, le lien à l'échelle d'un territoire.
Si tu peux passer à la diapo suivante. Donc le cadre réglementaire. Donc Delphine Hardy va vous présenter la diapo AEP et compétences mobilité. Merci Bruno, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Si Bruno, tu peux me C'est bon confirmer. Delphine, oui. 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 Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Delphine Hardy, je suis chef de projet autopartage à la DGITM au ministère des Transports. Donc, c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui et je remercie le collectif AEP de me le permettre. Alors, je crois que j'ai 2 minutes pour intervenir, donc je vais balayer rapidement la slide et s'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat. Je crois qu'il y a un moment d'échange prévu en fin de webinaire où je pourrais peut-être répondre s'il y a des questions un peu plus précises. Donc, l'autopartage, il est défini dans la loi depuis 2015, depuis la loi TEPCV, Transition énergétique pour une croissance verte. Sa définition a été reprise dans la LOM, la loi d'orientation des mobilités en 2019. Et donc, dans la loi, c'est la mise à disposition de véhicules en libre service au profit d'usagers pour la durée et la destination de leur choix. Les AOM, donc les autorités organisatrices de la mobilité, peuvent délivrer un label autopartage aux véhicules affectés à cette activité. Alors, je crois que l'intervenant suivant en parlera, donc je ne détaille pas. Mais on a un décret sur le label autopartage qui existe depuis 2012. En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, les AOM peuvent créer un service public d'autopartage. Donc là aussi, c'est dans l'article L231-14 du Code des transports. Et chose importante, je crois que ça a dû être évoqué dans les webinaires précédents, mais effectivement, l'autopartage, ça mobilise différentes compétences et donc différentes strates de collectivité. Il y a, je vous en parlais, l'AOM pour la compétence mobilité qui est la sienne. Il y a également la commune pour le stationnement, sa gestion de la voirie. Et dans certains cas, quand on parle d'autopartage électrique, on a aussi l'AODE, donc l'autorité organisatrice de la distribution d'énergie, qui peut être concernée. Donc ça crée un millefeuille et ça demande une coopération entre les différentes strates de collectivité au sein du groupe de travail national d'autopartage. C'est un des sujets freins qu'on a pu identifier dans le développement de l'autopartage et auxquels on essaye de répondre dans le cadre de nos travaux. Ceci étant dit, la commune qui en théorie ne peut pas créer un service d'autopartage n'ayant plus la compétence mobilité, en réalité peut le faire en accord avec l'AOM au titre de sa compétence sociale ou de sa compétence touristique. Alors sur la compétence sociale, Bruno en parlait tout à l'heure avec le lien social et effectivement c'est ce qui peut expliquer que la commune puisse le faire. Le cas classique, c'est que la commune va acquérir des véhicules et les mettre à disposition des habitants, soit directement, soit via un intermédiaire. Et donc, on a une réponse ministérielle très récente du 23 janvier 2025 qui confirme cette possibilité. Bruno en parlait également sur les revenus issus du partage de frais de l'autopartage entre particuliers. Ils sont bien exonérés de l'impôt sur le revenu. Ça a été confirmé dans une réponse ministérielle, là aussi, du 2 avril 2025. Et je laisse la parole à l'interlocuteur suivant, du coup. Alors, juste une petite suggestion d'une participante pour l'impact numérique également pour la bande passante. Si les personnes qui n'interviennent pas, si elles le veulent bien, peuvent couper leur visio. Merci à vous. Et donc là, on vous présente le témoignage de Benoît Klein qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, qui travaille pour Brest Métropole. Et bonjour, donc je suis Benoît Klein, voilà, je travaille à la direction des mobilités à Brest Métropole et je suis plus particulièrement en charge de la promotion des mobilités durables. Brest, nous n'avons pas pour l'instant de dispositif de service d'autopartage public ou opéré par un opérateur national, si ce n'est les plateformes qu'on retrouve sur les applications mobiles. Mais ça fait un certain nombre d'années qu'on a une association qui intervient pour la promotion de l'autopartage et qui s'appelle Les Partageurs. Donc c'est une association qui a vraiment cet esprit du partage, donc au niveau automobile, mais pas seulement. C'est aussi sur toutes les autres ressources qui permettent d'avoir un mode de vie
plus sobre. Et cette association a été encouragée depuis un certain nombre d'années, notamment au travers de l'attribution de places de stationnement pour ces véhicules. Voilà, au vu du sérieux de la gestion de ces véhicules partagés, qui avaient vraiment une vocation de rendre service à des habitants qui ont une mobilité vraiment sobre et économe. Il était très intéressant de les encourager dans cette pratique avec la mise à disposition de places de stationnement. Donc, on leur a demandé de candidater, de présenter un dossier sur leur activité pour pouvoir leur attribuer le label autopartage, en étant attentif également tout de même sur la sobriété aussi des véhicules qui sont candidats, pour qu'ils respectent aussi cet objectif de moindre pollution au niveau du territoire, en accord avec la politique développement durable. Actuellement, nous travaillons avec l'association TeamHubs sur le développement d'autres groupes de partageurs au niveau du territoire. Nous avons connaissance qu'il y a d'autres structures de partage qui sont rattachées soit à de l'habitat, soit à d'autres collectifs d'habitants, voilà, qui sont regroupés autour de véhicules. Mais on voudrait que ça aille plus loin et que ça se diffuse dans tous les quartiers de l'agglomération. Donc on travaille avec les communes, les structures de quartier et donc l'association TeamHubs pour encourager ce recours à l'autopartage entre particuliers. C'est surtout de faire émerger l'idée dans la tête des habitants pour qu'ils puissent l'envisager. C'est vraiment un changement de comportement qui est pas évident de se déposséder de ce véhicule dont on a tant besoin. Mais une fois qu'on a l'occasion de l'essayer et de lever les freins, d'avoir des gens avec qui discuter pour pouvoir comprendre comment ils arrivent à gérer ce partage de véhicules. On est dans cette démarche voilà, d'accompagnement et on voudrait aller même plus loin pour justement favoriser aussi l'attribution éventuellement du label autopartage et de pouvoir donc attribuer des places de stationnement qui peut être aussi un moteur complémentaire pour envisager de passer à l'autopartage quand on est dans des situations où le stationnement est un enjeu sur le quartier. Donc d'une part, on sera gagnant de plusieurs manières, en économisant des véhicules voilà, qui sont peu utilisés et qui stationnent sur l'espace public, et en favorisant en même temps le stationnement de ces gens qui acceptent de partager un véhicule. Delphine nous faisait part que le son ne fonctionnait pas pour elle. Est-ce que pour les autres participants, est-ce que le son fonctionnait? Je voudrais juste vérifier si ça venait peut-être de la connexion de Delphine ou si ça concernait tout le monde, parce que moi j'entendais bien le son. C'était bon? Ok. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Ok. Bon, désolée Delphine, du coup, on t'enverra le lien directement. Je te laisse reprendre la parole, Bruno. Oui, je rallume mon micro. Et ma webcam. Voilà, pardon. Bruno Canivet, est-ce que vous pouvez couper votre vidéo, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions sur ces aspects réglementaires avant que je passe à la partie suivante? Vous pouvez passer par le chat pour les questions. Non, c'est bon. Tu peux passer à la diapo suivante, Adeline, s'il te plaît? Voilà, encore. Donc, pourquoi s'intéresser à l'autopartage entre particuliers quand on est autorité organisatrice de la mobilité ou plus largement collectivité locale? Il y a trois gros leviers qui sont les 3 piliers du développement durable, donc le levier environnemental, l'intérêt économique et l'intérêt social.
La première chose, comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur les intérêts individuels, c'est que l'autopartage entre particuliers complète la boîte à outils des offres de mobilité. On a d'un côté le couteau suisse qui est la voiture solo qui peut tout faire, y compris des déplacements très courts malheureusement. Et de l'autre côté, pour trouver une solution alternative à la voiture solo, il y a la complémentarité des différentes offres de mobilité. Et l'autopartage entre particuliers en fait partie. L'intérêt environnemental, c'est que ça contribue à réduire le nombre de voitures, donc moins de matières premières pour les fabriquer, moins de consommation d'eau, moins de pollution. Ça réduit l'usage de la voiture, donc moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ça contribue aussi à économiser l'espace public est rare, et en particulier l'espace de stationnement. Ça renforce le lien social, que ce soit le lien social au sein d'un territoire ou le lien social de proximité, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça permet des économies pour les ménages, parce qu'une voiture qu'on utilise à plusieurs, on partage la part frais fixe de cette voiture. Et l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1 000 €. Il y a une partie de frais fixes et une partie de frais variables dans l'usage de la voiture. C'est à peu près 1 000 € qu'on peut partager entre les différents utilisateurs. Donc si on est deux, ça va faire environ 500 € d'économiser. Mais bon, ça dépend des niveaux d'usage, mais c'est l'ordre de grandeur. Et c'est peu coûteux pour les finances publiques puisqu'il n'y a pas d'investissement à faire. C'est simplement du temps humain pour l'animation et la mise en place du projet. Voilà, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, comment les acteurs publics peuvent-ils encourager l'autopartage entre particuliers ? Donc ça, c'est ce que vous allez avoir dans la partie suivante, décliné de manière différente suivant les collectivités. Donc, par ordre chronologique, c'est de faire connaître l'autopartage entre particuliers. C'est le premier niveau, mais il est important d'aller plus loin, bien sûr. Trouver une assurance adaptée, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, l'assurance est un des points durs de l'autopartage entre particuliers. Les contrats d'assurance classiques des automobilistes n'assurent pas cette pratique, et il y a en particulier un problème sur le bonus-malus, le malus en l'occurrence en cas d'accident responsable. C'est de mettre des outils à disposition. Donc ces outils peuvent être un guide pratique, peuvent être un contrat, peuvent être un outil ou des conseils pour le partage des frais, etc. De mettre en relation les personnes intéressées, parce qu'on peut arriver en ayant un groupe déjà constitué, donc des gens de notre entourage avec qui on peut partager, mais on a aussi beaucoup de gens qui arrivent sans avoir de groupe déjà constitué, donc cette mise en relation est très importante. Moi, les collectivités que j'ai accompagnées, on est à peu près à la moitié de mise en relation et la moitié qui était arrivée avec des groupes constitués. Conseiller et accompagner les autopartageurs, donc à faire en amont et puis pendant tout le déroulement de l'autopartage. Animer le collectif des autopartageurs et enfin de communiquer et d'informer en direction du grand public et en direction des différents acteurs qui, de manière directe ou indirecte, peuvent être intéressés par l'autopartage entre particuliers. Ça peut être les employeurs, ça peut être les établissements scolaires, ça peut être les auto-écoles, etc. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc ça, c'est un exemple, c'est extrait d'un document de communication qu'on a fait avec la communauté de l'Ouest rhodanien qui va vous présenter l'ensemble de sa politique d'autopartage tout à l'heure, qui a concerné aussi d'autres collectivités, le SMTC que vous aurez aussi. Donc le parcours de l'autopartageur, donc les gens contactaient la collectivité. Il y avait un entretien qui permettait de définir et de préciser le besoin, des conseils, éventuellement la mise en relation si nécessaire, l'accompagnement pour la mise en place et le lancement. Et une fois que que le groupe d'autopartage fonctionne, l'accompagnement continue avec des conseils en fonction des besoins, des rencontres entre autopartageurs, voilà, tout ce qui fait l'animation et ce qui fait que les choses vivent dans la durée. Donc la partie témoignage qui est le cœur de ce webinaire, et c'est merveilleux, le timing prévoyait 13h58, on est à 13h58. Donc si tu peux passer, voilà. Donc vous allez avoir une présentation des 7 collectivités pionnières sur le territoire national, donc les 7 premières qui se sont lancées dans l'autopartage entre particuliers.
Les deux initiatrices ayant été main dans la main le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, donc à Clermont-Ferrand et dans son agglomération, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, donc dans l'ouest du département du Rhône, autour de la petite ville de Tarare, c'est un territoire mi-urbain, mi-rural. Une petite commune rurale, la commune de Beaumont en Ardèche, qui vous sera présentée ensuite. Le parc naturel régional du Pilat, entre Lyon et Saint-Étienne, enfin au-dessus de l'axe Lyon-Saint-Étienne, au-dessus en altitude. Le parc naturel régional de la Chartreuse, donc vers Grenoble et Chambéry. Communauté d'agglomération de Privas, et enfin le parc naturel régional des Grands Causes dans le sud du Massif central. Donc la parole commence par le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise. Je précise pour tous les auditeurs que vous allez avoir 4 minutes de présentation par chacune des collectivités, donc le sujet ne sera bien sûr pas clos. Vous aurez un quart d'heure pour des échanges, pour des questions-réponses derrière. Vous avez également le chat pour poser vos questions. Et vous aurez enfin, à la fin de cette partie témoignage, l'ensemble des coordonnées des collectivités, avec d'une part le site internet, la page internet qui est consacrée à l'autopartage entre particuliers pour chaque collectivité, et le contact au sein de la collectivité sur ce sujet-là. Donc, vous aurez un certain nombre d'éléments aujourd'hui, mais vous pourrez continuer à interroger et à contacter ces différentes collectivités. C'est à nouveau. Bonjour, donc Mylène Delplanque qui est Marine Cazenave du SMTC de l'agglomération clermontoise. Alors pour entrer dans le vif du sujet et faire assez rapidement, du coup nous on a eu un constat en 2014 qui était qu'en fait on avait des personnes qui avaient des difficultés à l'emploi parce qu'ils n'avaient pas de véhicule. Et du coup, on a essayé de trouver une solution justement pour essayer de partager des véhicules qui sont quand même existants dans les quartiers prioritaires de la ville pour essayer de justement contrecarrer cette problématique-là et essayer de favoriser l'accès à l'emploi pour ces personnes. Donc, on a lancé une étude avec ADTech, avec le bureau d'études ADTech, en coordination avec l'ACOR, donc la communauté de l'Ouest rhodanien, pour voir ce qu'il était possible de faire en termes d'autopartage. En septembre 2017, on a mis en œuvre nos premiers groupes. Et en fait, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas tellement dans les quartiers. Et on s'est dit, mais en fait, ça peut profiter à plein d'autres sur le territoire. Du coup, on a étendu le périmètre d'action à l'ensemble de notre ressort territorial qui comprend du coup 23 communes et 300 000 habitants. En 2020, on a ensuite décidé de pérenniser ce dispositif. Je peux vous laisser passer la diapositive, s'il vous plaît. Super, merci. Donc, au niveau de la contractualisation, donc, on est en convention depuis 2017 avec l'ACOR pour permettre justement d'avoir une surassurance qui permet vraiment de couvrir l'ensemble des trajets qui sont réalisés en autopartage. En 2022, on a intégré le territoire du PNR Chartreuse, qui est avec nous du coup depuis cette année-là. Et on a dans cette convention-là la possibilité d'intégrer des nouveaux territoires. Donc on est parti avec Groupama dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, sauf l'Ardèche, puisqu'en fait leur ressort d'action à eux ne comprend pas l'Ardèche, sous réserve de validation par l'assurance. Cette assurance, pour nous, donc on l'est pris en charge complètement par notre collectivité et elle est basée sur un coût au kilomètre qui est basé entre 10 centimes et 17 centimes en fonction en fait des échelles qu'on va atteindre. Et en 2024-2025, on a une révision du contrat par Groupama avec l'obligation de se doter d'un outil permettant le traçage, notamment en faisant un état des lieux du véhicule à chaque début et fin d'emprunt, et surtout en ayant en fait une preuve de réservation en amont pour éviter qu'il y ait certaines personnes qui puissent en abuser en fait. Faut savoir qu'on a eu très très peu de sinistres, hein, on en parlera après. Sur le coût en fait que ça représente pour nous, donc on a l'assurance des véhicules bien sûr, on a l'accès à l'outil numérique qu'on est en train de développer pour permettre justement de répondre aux obligations de l'assurance, et on a l'animation du service qui est à la fois notre TP ou nous en interne à la collectivité, et aussi le fait qu'on s'appuie sur une association qui va animer le dispositif. Donc
Donc le fonctionnement du service, c'est assez simple, enfin, on l'a voulu le plus simple possible. Un particulier qui souhaite autopartager s'inscrit auprès du coup de Covoiturage Orient, qui est l'association qui est en charge de l'animation du dispositif, via soit Internet, le téléphone ou un mail. Et si on trouve une ou plusieurs personnes qui sont compatibles dans le sens où le véhicule est accessible pour tout le monde, les besoins correspondent, il y a une mise en relation qui se fait. S'ils sont d'accord, ensuite ils signent un contrat entre eux en décidant des modalités de remise des clés, le tarif au kilomètre bien sûr qui est reversé l'un avec l'autre en fonction de l'utilisation. Et ensuite, si jamais il n'y a pas de personne qui correspond au moment venu, au moment donné, et ben, on l'enregistre quand même dans la base des données, dans la base de données pour si jamais quelqu'un rentre ensuite, les mettre en relation avec une personne dont les besoins correspondront davantage. Les chiffres clés en 2024, on a 30 autopartageurs en tout sur le service, propriétaires et emprunteurs compris. On a 15 véhicules, 10 000 km qui ont été effectués. On a eu 33 demandes qui ont été réalisées et 93 emprunts. Et en 2024, on a eu zéro sinistre. Et depuis le début du dispositif, on a eu 2 sinistres qui étaient plutôt peu impactants pour les véhicules, heureusement. Voilà. Donc la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, donc qui était partenaire qui est toujours partenaire du SMTC depuis l'origine du projet. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, oui. Oui, c'est tout bon? C'est tout bon. Bonjour, enchantée, Frédéric Pandreau, je suis la chargée de mission mobilité à la COR, donc à la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Moi, j'ai pris mon poste en premier trimestre 2022, donc j'étais pas là à l'origine du projet, mais j'ai le plaisir de le suivre aujourd'hui au quotidien. Pour retracer un petit peu l'historique du service au sein de la collectivité, son origine vient au niveau de la suppression des horaires de service de certaines lignes régulières qu'on avait sur le territoire. Donc, on a eu plusieurs adaptations au niveau de l'offre de transport en commun qui a amené voilà, un certain nombre de suppressions dans les années 2015, 2016, 2017. On a eu aussi la transformation de la collectivité, enfin de 3 collectivités, puisqu'on est passé en communauté d'agglomération au 1er janvier 2016, avec le regroupement de 3 communautés de communes. Donc de ce fait, on est devenu autorité organisatrice de la mobilité. Et on avait aussi le constat sur le territoire que le taux de motorisation était très élevé, donc à 84%. Donc il était devenu nécessaire d'essayer d'agir sur justement la réduction du véhicule individuel sur le territoire. Donc au niveau des enjeux, on a pu constater plusieurs enjeux. Les inégalités d'accès au niveau du territoire. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, on a des zones blanches de la mobilité qui sont très étendues. On a un parc de véhicules individuels voilà, qui est toujours important et on essaye encore de le réduire aujourd'hui. On voulait réduire la pratique de l'autosoliste et participer aussi à l'inclusion sociale. Donc l'objectif, c'était clairement de développer l'autopartage entre particuliers sur une grande échelle, puisqu'on a la volonté, toujours aujourd'hui, de le développer sur l'ensemble du territoire de l'accord. Des modalités de mise en œuvre, Mylène a pu voilà, très bien le mettre en avant durant son temps de parole. Donc on a lancé un accompagnement avec le bureau d'études ADTech au MTC en janvier 2017, un accompagnement pour l'élaboration d'une offre d'autopartage entre particuliers. On a eu la signature du contrat avec Groupama, l'intégration du PNR de la Chartreuse en 2022. Et en termes de moyens... Ah, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui. C'est bon, Frédéric, oui, on vous entend. Non, plus maintenant. C'est revenu? C'est bon. par intermittence. Oui, c'est bon.
Et moi, je sais pas d'où peut venir le problème. En tout cas, moi, C'est bon là, c'est bon. c'est bon. Oui. Donc, si je reprends assez rapidement, donc au niveau de la modalité de mise en œuvre, donc Mylène a été assez exhaustive, donc elle a très bien présenté, voilà, comment s'est déroulé les choses jusqu'à aujourd'hui, notre partenariat, la contractualisation avec l'assurance Groupama, l'élaboration de l'étude pour une offre d'autopartage entre particuliers via le bureau d'études ADTech et l'intégration pour finir du parc de la Chartreuse en 2022. En termes de moyens humains au niveau de l'accord, donc on va dire qu'aujourd'hui on tourne sur 0,1 ETP. Voilà. Ce qu'il faut savoir que je suis la seule chargée de mission. On a recruté récemment une chargée d'animation. Mais aujourd'hui, voilà, on est en train de répartir les charges de travail parce qu'on a énormément de sujets à traiter, qui est très intéressant, mais voilà, qui est aussi un frein aussi pour approfondir en tout cas nos actions qui sont en place aujourd'hui. Et pour vous donner quelques chiffres clés, sur le territoire, en 2024, on a 15 autopartageurs, 8 véhicules partagés, 15 000 kilomètres qui ont été réalisés, 106 demandes de réservation de véhicules et 0 sinistre. Voilà, je laisserai la parole à mes homologues sur les autres collectivités. Pour ma part, voilà, j'en ai fini pour la présentation. Alors, juste avant de donner la parole au parc du Pilat, un chiffre, comme j'ai accompagné pendant un peu plus de 3 ans, enfin même un peu plus de 4 ans l'accord et 3 ans le SMTC, donc avec toute la mise en place de tous les outils du projet, de l'assurance, etc., ça a représenté, pour ce qui me concerne, 150 jours répartis sur 3 ou 4 ans pour l'ensemble, pour les 2 collectivités. Donc ça fait un peu moins de 20% de 0,2 équivalent plein temps sur la totalité de la durée. Voilà, je ferme mon micro. Du Pilat, je ne donne pas la parole, il est absent, donc c'est moi qui vais le présenter. Donc le parc régional du Pilat a été le 4e par ordre chronologique après la commune de Beaumont dans l'Ardèche, s'y étant lancé en 2018, mais on la présentera juste après, parce que le parc régional du Pilat, c'est le petit frère en termes d'autopartage entre particuliers de ce qui s'est fait sur l'accord et sur le SMTC. Donc il avait des actions mobilité depuis 2009 avec un outil qui s'appelait la Maison de la mobilité du Pilat, qui était co-animé par le parc et par une association locale avec des financements publics. Cette Maison de la mobilité avait mis en place un certain nombre d'actions, dont une qui touchait à l'autopartage, mais à une autre forme d'autopartage, donc un véhicule de service du parc qui était mis en station, donc accessible à l'ensemble de la population et qui était géré par l'opérateur Cities, que la plupart d'entre vous connaissent sans doute, donc avec des stations d'autopartage, surtout dans les grandes villes, mais qu'on trouve également dans des plus petites villes. Là, c'était la commune de Pélussin, qui est le siège du parc. Le parc a décidé de se lancer dans l'autopartage entre particuliers en 2019. J'ai assuré la formation de la chargée de mission et conjointement aussi de la chargée de mission de l'agglomération de Privas, qui était partenaire, donc la CAPCA, en 2019. Et les premiers autopartages ont démarré en 2020. L'assurance se fait également auprès de Groupama, mais avec un contrat séparé de celui du SMTC et de l'accord. Et fin 2023, on était à 7 voitures. Fin 2024, on est à 3 voitures. Il y a un petit essoufflement, en particulier du fait d'une animation moins importante, parce que les parcours de vie font que les gens peuvent déménager, peuvent avoir besoin d'acheter une voiture pour elles-mêmes, changer de boulot, etc. Et donc, voilà, il y a des gens qui sont sortis de l'autopartage et il n'y a pas eu de renouvellement, mais les choses vont être relancées cette année pour faire remonter ce chiffre. Voilà, j'ai fini la présentation pour le parc du Pilat. Le parc de la Chartreuse, donc c'est Noémie Biola qui va vous présenter ça. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, Très bien. Noémie, oui. Super.
Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Noémie Biolaz du parc de Chartreuse. Je suis chargée de mission mobilité au parc. Donc moi, je vais vous parler de notre dispositif à nous, sachant que Mylène et Frédéric, elles ont déjà beaucoup parlé de l'assurance. Enfin, elles l'ont très bien présenté. Donc je vais pas revenir en détail sur notre contrat. Simplement, donc l'expérimentation, nous, elle a été lancée en 2022. Moi, j'étais encore pas au parc, donc j'étais pas là quand ça a été fait. On a été accompagné par Bruno Cordier. Et donc, on est en partenariat donc, avec le SMTC et l'accord pour le contrat d'assurance chez Groupama. À savoir donc que cette assurance, c'est un produit qui est assez avantageux. Elle inclut les jeunes conducteurs et elle permet de ne pas avoir de malus pour le propriétaire du véhicule en très rapide. Donc on a mis en place donc avec l'aide de Bruno Cordier une boîte à outils en fait pour les personnes qui étaient intéressées par l'autopartage, donc avec un contrat, une charte et un carnet de bord. Tout ça, donc ça prend forme par le biais de plusieurs réunions d'information. On a une grosse animation qui a été mise en place par l'ancienne chargée de mission mobilité du coup au parc, dans plusieurs communes en fait. Donc il y a eu à la fois des collectifs citoyens qui étaient demandeurs, qui ont entendu parler du dispositif mis en place par le parc et donc qui sont venus chercher directement le parc là-dessus. Et nous, du coup, l'ancienne chargée de mission qui a été directement dans les communes pour proposer des réunions d'information. Donc moi, j'ai un petit peu continué ce travail-là, mais à la marge. On avait, nous, pas mal de demandes aussi. Ces réunions-là, elles ont permis non seulement de parler du dispositif, d'expliquer le principe, mais aussi de mettre en relation des personnes qui souhaitaient autopartager, mais qui n'avaient pas forcément de connaissances pour le faire, enfin de connaissances de voisins, de personnes volontaires. Voilà. Aujourd'hui, donc concernant les chiffres, on a 19 groupes sur le PNR. On a 7315 km qui ont été parcourus en 2024. Et on avait jusqu'à présent 0 sinistre, mais on en a eu un il y a quelques semaines. C'était pas grave, on va dire des bris de glace, mais voilà, donc c'est notre premier sinistre au niveau du parc. Voilà, nous, on termine l'expérimentation fin 2025. Et l'objectif, c'est de pérenniser le dispositif avec les collectivités membres du parc. À savoir que nous, donc en tant que parc, on n'est pas AOM, justement, on n'a pas la compétence mobilité, donc on peut lancer des expérimentations. L'idée, c'est pas qu'on les porte pour toute la vie, mais qu'on les transmette aux AOM, aux autorités compétentes pour ça. Donc, on est en train d'évaluer le dispositif. J'ai une stagiaire à mes côtés qui s'occupe, on évalue ensemble le dispositif, elle fait des entretiens avec beaucoup d'acteurs de l'autopartage. Donc, pareil, si vous êtes intéressé, on pourra vous diffuser les éléments de l'évaluation, sachant que c'est une évaluation qui est plus large que seulement notre dispositif à nous. Elle s'intéresse aussi de manière plus générale à l'autopartage en zone peu dense de montagne. Voilà, rapidement. Alors, il y a quelques questions sur le SMTC, et l'accord. Donc, question sur les personnes en insertion de Clara et 2 questions d'Adrien Lancelot sur le temps passé. Si vous voulez répondre côté SMTC, sinon je peux y répondre moi-même. Oui, alors, le temps que je démarre ma caméra. Par rapport justement à notre cible de base, on n'a pas réussi tellement à toucher des personnes en insertion qui étaient en effet notre cible d'origine. On a des personnes qui sont plutôt déjà très pionnières dans le sens où elles s'interrogent vraiment sur comment essayer de faire autrement dans leur quotidien, sur les mobilités. Donc, c'est des gens qui vont d'abord penser à pied, à vélo, transport en commun, et c'est vraiment, ils n'ont pas le choix pour un déplacement ou autre, et là, ils vont faire de l'autopartage. Et c'est vrai qu'en fait, alors est-ce que nous, c'est un problème de cible de communication? Voilà, on se questionne là-dessus, mais en tout cas, si jamais il y a des retours là-dessus, sur les cibles qu'on arrive à atteindre en fonction des types de communication, on est assez preneur parce que justement, on est en train de se questionner là-dessus. Alors, je peux compléter la réponse parce qu'effectivement, quand on a démarré en 2017, c'était les quartiers politiques de la ville. Ça n'a pas débouché pour 2 raisons. La première raison, vous l'avez évoqué, parce que c'est un public, ce n'est pas le public le plus facile pour cette pratique qui est nouvelle. Ça peut être en plus un public qui a un rapport à la voiture pas forcément aussi détaché que des catégories socioprofessionnelles dites supérieures. Et le deuxième point, c'est que c'est très difficile de communiquer sur ces territoires-là parce que ça ne correspond pas au découpage institutionnel. Les quartiers politiques de la ville sont des
des petits bouts de confetti disséminés sur le territoire de différentes communes, parfois à cheval sur 2 communes. Et on n'a pas réussi à embarquer les bailleurs sociaux, donc les offices HLM. Donc, on n'a pas réussi à toucher cette population directement. Même quand on ciblait uniquement cette population-là, on avait des gens extérieurs qui répondaient, qui avaient eu connaissance de l'info. Et ça a pu générer aussi, de la part de certains publics, de dire mais pourquoi on le fait pour certains et pas pour tous. Voilà, il y a tout ça qui explique que ça n'ait pas pu déboucher de façon très marquée auprès de ce public-là. Voilà, donc la commune de Beaumont et son accompagnant, l'ALEC 07, vont présenter. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, c'est bon, Teresa. Parfait. Du coup, Et moi, vous m'entendez? C'est bon aussi. Oui, on t'entend, Pascal. Bon. Donc, je laisserai Pascal Waldschmidt, ancienne maire de la commune, commencer par présenter le projet de la commune de Beaumont. Voilà, donc la commune de Beaumont, vous l'avez à l'écran. En fait, c'est 260 habitants, mais 1200 l'été, 260 c'est l'hiver. Voilà, et donc on a eu la chance de pouvoir bénéficier en 2016 de 80% de subventions pour acheter une voiture électrique. C'était dans le cadre du programme TEPCV, Territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui avait été lancé par Ségolène Royal, qui était à l'époque ministre de l'Environnement. Donc, on a profité de cette occasion pour acheter cette voiture. Et puis, il se trouve que moi, je vais souvent à Paris et je voyais à l'époque les Autolib et je me disais pourquoi nous, on ne ferait pas quelque chose comme ça en milieu rural. Et donc, j'ai proposé que cette voiture serve à tous les habitants. Donc, on a lancé un appel. Et évidemment, on ne voulait pas nous gérer la voiture. Donc, ce qui était convenu, c'est que les utilisateurs se constituaient en association et ils géraient entièrement la voiture, à charge pour eux de rembourser à la commune chaque année le montant de l'amortissement, plus l'assurance, plus l'électricité, puisqu'on a installé une borne exprès pour ça. Voilà, donc il y a eu une première phase d'animation des candidats. Là, je vais laisser la parole à Teresa, puisque c'est elle qui a mené cette animation. Merci Pascal. Donc Teresa Renner, je suis chargée de mission mobilité à l'ALEC 07, donc une agence locale d'énergie et du climat en Ardèche. Et du coup, nous avons accompagné la commune pour ce projet expérimental. Bruno, tu peux passer peut-être à la slide suivante. Donc nous, notre rôle, ça a été d'animer des réunions d'information entre les habitants intéressés et la commune pour constituer, du coup, comme disait Pascal, un groupe. Ensemble, du coup, on a pris le temps pour choisir un modèle économique qui est adapté en fonction des volontés de s'impliquer des habitants en termes bénévoles, de leur volonté aussi de participer financièrement, parce qu'on partait aussi à la base d'un groupe autour d'un logement social, et aussi des coûts réguliers qui incombaient à la mairie. Donc là, au départ, on était à 6 centimes au kilomètre, plus un forfait de 2 euros 1 euro au départ par tranche de 2 heures. Donc à un tarif très accessible qui a petit à petit augmenté en fonction des augmentations des tarifs de l'électricité. Les habitants intéressés, du coup, se sont constitués en association. Et nous les avons accompagnés pour cela et on a animé des réunions trimestrielles pour éclaircir toutes les questions autour des points d'achoppement un peu plus techniques. Donc, ils ont pu rédiger une charte d'engagement ensemble. On a défini un fonctionnement avec des référents trimestriels et on a mis à disposition des outils de suivi. Tout ça pour que les habitants soient en autogestion et que la mairie ait le moins de temps possible à y passer, sachant que nous, on n'y passe plus de temps non plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui fonctionne en autogestion. Et sur la slide suivante, Bruno, si tu veux bien passer. Du coup, on a accompagné les habitants aussi sur tout ce qui est communication. Donc, il y a le logo qui a été réalisé par une habitante. Il y a eu un lancement officiel avec tous les habitants impliqués. Et nous, on a du coup rédigé un guide pour permettre aussi à d'autres communes rurales de prendre le pas de Beaumont et de leur suivre sur cette expérimentation, sachant que ça avait quand même fait ses preuves et que ça fonctionne encore aujourd'hui. Et vous pouvez passer à la slide suivante.
Donc, en termes de temps de travail, nous, l'ALEC, on a passé entre 2007 et 2019 environ 72 jours de travail pour accompagner cette commune. En parallèle, il y a la Comcom qui a passé un peu de temps et il y a eu évidemment beaucoup de temps bénévole, sachant que, comme je vous disais, voilà, c'est tout en autogestion. Donc, que ce soit l'entretien ou le fait de faire les comptes et de suivre les relations avec les mairies. La mairie, pardon, c'est l'association qui le gère. Et en termes d'assurance, du coup, c'est un contrat avec Groupama aussi, sauf si me contredit Pascal, qui est au nom de la mairie. Et il me semble qu'il y a une dernière slide sur voilà, les résultats. Donc, on avait au départ, donc fin 2019, quand on a terminé notre accompagnement, on avait 18 habitants qui étaient participants, dont seulement, entre guillemets, 12 utilisateurs, parce qu'il y a des habitants aussi qui voulaient s'impliquer simplement pour l'aspect de lien social et pour soutien par solidarité aussi, plus la mairie, qui est un usager régulier aussi de la voiture. Et il y avait en moyenne 1600 km réalisés par mois avec cette unique voiture. Donc, la voiture a été quasiment empruntée tous les jours de la semaine, en toute saison. Ça a un petit peu baissé aujourd'hui, mais ça fonctionne quand même toujours. Et en termes de retour qualitatif, voilà, comme ça a déjà été dit, le lien social, c'est très important. Et le fait aussi d'offrir un moyen de transport à des personnes qui seraient ponctuellement, en tout cas, dépourvues de leur voiture personnelle, sachant que, comme disait Pascal, c'est une commune très isolée, peu d'habitants, donc pas d'autres moyens de transport. Et évidemment, ça facilite le covoiturage. Merci. Je laisse la parole à Bruno de nouveau. Il y avait juste une question, Teresa, pour le guide. Pardon, il y avait juste une question sur le guide. Je voudrais faire une petite conclusion, parce qu'en fait, c'est un peu, pour moi, un demi-échec, parce que, bon, il faut dire que la commune de Beaumont, c'est une douzaine de hameaux assez éloignés les uns des autres, avec chacun leur voie d'accès. Donc, en fait, la voiture est sur un des hameaux. Donc, elle ne peut servir finalement pratiquement qu'aux gens de ce hameau. Et donc, ce n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui, l'usage de la voiture a un peu baissé. Donc, on a 3 ou 4 qui s'en servent régulièrement, mais les autres que de temps en temps. Et finalement, elle ne fait pas assez de kilomètres pour que ça paye l'amortissement et l'assurance. Et donc voilà, c'est un petit peu dommage. Alors c'est peut-être aussi qu'on a choisi de prendre une voiture assez grosse pour que les gens puissent transporter éventuellement des machines à laver, des gros volumes. Et puis parce qu'il y avait une éleveuse de poules qui voulait l'utiliser pour livrer ses œufs. Et donc ça rebute certains utilisateurs qui ont peur de cette grosse voiture. Donc voilà, il y a ça, puis le fait peut-être qu'on n'est pas assez nombreux et qu'il faudrait peut-être plus de monde pour que ça fonctionne bien. Voilà. Merci. Il y a une question pour Teresa dans le chat. Est-ce que le guide que vous avez créé pour Beaumont peut être partagé? Est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Oui, bien sûr. On peut le télécharger via le lien que partagera Bruno à la fin de la présentation. Ok, parfait. Et pour ce qui est de l'autre question que je voyais dans le chat sur l'outil numérique pour gérer les réservations, en fait, c'était simplement un agenda partagé via Fram Agenda, donc très low-tech. Et à ma connaissance, il n'y a plus de subvention pour acheter des véhicules électriques comme on l'a fait en 2016. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante, Adeline, s'il te plaît? Donc la communauté de l'Aglo de Privas, la chargée de mission est partie et donc on n'a pas d'interlocuteur pour l'instant. Par contre, ils ont une petite vidéo qui est en ligne sur YouTube qu'on va vous présenter. Si l'Ardèche fait rêver les vacanciers, à l'année, c'est un peu plus compliqué. Dans ce territoire très rural, difficile de mettre en place des transports en commun. Alors, quand on n'a qu'une voiture pour deux, c'est un peu galère. Vous travaillez tous les deux, mais vous n'avez qu'une voiture. C'est ça, oui. Alors, comment vous faites? L'avantage, entre guillemets, c'est que Olivier, mon conjoint, du coup, est à son compte. Donc, il peut se permettre d'adapter son emploi du temps au mien. Parce que moi, je suis salariée. Du coup, c'est moi qui prends la voiture. Alors, moi, je suis artiste peintre. Donc, je
j'ai mon atelier à côté. Mais bon, dès que j'ai un chantier de fresques ou autre, c'est compliqué, quoi. Pourquoi ne pas acheter une deuxième voiture? Je pense que la réponse... C'est les sous. Ouais. Quand Solène part travailler, Olivier reste donc bloqué toute la journée. Pour faire face à ce type de problème, la communauté d'agglomération de Privas a imaginé une solution, l'autopartage intergénérationnel. C'est parti du constat que des personnes âgées, souvent, avaient des véhicules, souvent bien entretenus, mais c'est des personnes qui avaient des difficultés à se déplacer avec leur voiture par rapport à des problèmes de santé, de vue, de motricité, etc. Et en parallèle, on a observé aussi dans nos territoires ruraux un afflux de nouvelles populations, notamment de jeunes, qui venaient s'installer pour se mettre au vert, qui font du télétravail. Et donc, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser la voiture pour connecter ces gens entre eux et faire en sorte qu'il puisse y avoir un échange, un partage autour de la voiture. En effet, à quelques kilomètres de chez Solène et Olivier, vit Jacqueline, heureuse propriétaire d'une voiture qu'elle utilise le moins possible. Bonjour. Vous avez une voiture, mais en fait, vous n'aimez pas tellement l'utiliser. Je ne vois pas l'intérêt d'aller faire une course le lundi, une autre course le mardi. Donc, je regroupe tous mes achats pour le jeudi. Ah, d'accord. Donc, le jeudi, c'est sorti. Le jeudi, c'est sorti. Parce que le jeudi, c'est sophrologie. Donc, voilà. Le reste de la semaine, la voiture de Jacqueline patiente devant la maison. Il y a même des plantes, dis donc. Ça pousse à force. Hein. Allez Jacqueline, en voiture. Jacqueline va même jusqu'à abandonner sa voiture pour profiter du transport à la demande. Je trouve que c'est très reposant. C'est vrai. Pour faciliter la mobilité, il ne manquait donc qu'un tiers de confiance pour mettre en relation les anciens et les nouveaux. Grâce à la communauté d'agglomération de Privas, ce sera bientôt chose faite. Voilà, et on va passer donc la dernière collectivité par ordre chronologique, donc le parc naturel régional des Grands Causses. Clara, la parole est à toi. Merci Bruno. Du coup, Clara, chargée de mission mobilité au parc des Grands Causses. Donc, on est les derniers à intervenir parce qu'effectivement, on n'a pas encore lancé ce service, mais c'est l'idée de le faire dans les prochains mois. On est un territoire rural, pareil, tout le monde n'est pas sur un territoire rural, mais je suis contente de constater que dans les témoignages précédents, il y a d'autres territoires ruraux qui ont réussi à mettre en œuvre ce service dans les zones peu denses, et c'était le cas de la vidéo qu'on vient de voir. L'autre particularité de notre territoire, c'est qu'on a du coup déployé Cities depuis 2018. Donc un service d'autopartage en boucle avec 7 véhicules qui sont répartis sur 4 communautés de communes. Et donc l'idée de lancer l'autopartage entre particuliers, c'était vraiment d'être complémentaire à ce service d'autopartage avec Cities, mais de manière générale à l'ensemble des services de mobilité qui existent sur notre territoire. Et donc, on a commencé à réfléchir à ce service avec l'aide du bureau d'études ADTech et de Mobicop, qui ont eux-mêmes nous ont partagé tous ces retours d'expérience qu'on a pu voir aujourd'hui. Et voilà, donc il y a eu d'abord une journée de formation qui a eu lieu il y a 1 an à peu près, pour associer les collectivités, les associations du territoire qui souhaitent contribuer au déploiement de cette pratique, donc pour un peu nous aider à monter en compétences, nous porteurs, mais aussi partenaires du service. Et l'idée, c'est de proposer un peu ce que d'autres territoires proposent. Ça a déjà été présenté. La partie accompagnement de groupe, à la fois sur la formation des groupes, le suivi, etc., le choix des modalités. Ensuite, la mise à disposition d'un outil numérique qui permet la réservation des véhicules, par exemple, ou le partage des coûts. Donc là, c'est l'outil Coloc Auto qui, je pense, a déjà été présenté peut-être lors d'autres webinaires. Du conseil sur le choix de l'assurance. Alors nous, on avait aussi, justement, Bruno Cordier avait pour mission de solliciter les assurances et notamment Groupama pour une proposition type de celle dont bénéficie Core SMTC Chartreuse, puisque nous, on est sur une autre région, on est sur l'Occitanie et il n'y a pas eu de proposition encore qui a été faite et du coup, l'idée, c'est peut-être
subventionner un outil type cartage d'assurance à la journée. Et je crois qu'à l'époque, c'était ce que communauté de Centre-Ardèche, là, qu'on a vu à l'instant, voulait faire également. Du coup, on a budgété à peu près un tiers de TP sur ce projet. C'est financé, et ce projet est financé donc par l'AMI Teams, qui est pour le développement de la mobilité inclusive, et Avenir Montagne Mobilité de l'ANCT. Voilà, donc je ne peux pas vous dire beaucoup plus encore à ce stade puisqu'on n'a pas encore lancé, mais l'idée c'est on a commencé à communiquer là, mais voilà, on s'apprête à se lancer dans l'animation, on espère dans les mois prochains. Merci. Si tu peux passer à la diapositive, ben voilà, parfait, merci. Donc les éléments clés, alors un que je n'ai pas mis sur la diapo, ce qui ressort des différents témoignages, j'ai essayé de faire un peu une synthèse de tout ça. Premier élément clé, comme vous avez pu le voir, c'est de profiter des expériences des précédents, et puis de travailler ensemble pour les deux premiers, capitaliser donc le travail qui a été fait sur le carnet de bord, sur la charte. Donc la charte, c'est un outil de contractualisation entre les autopartageurs et les collectivités. Voilà, tous les outils, y compris sur la communication, ont été utilisés par les suivants, chacun les ayant déclinés à sa manière, en particulier avec sa charte graphique. Il y a eu aussi, vous l'avez entendu, donc un accompagnement, soit un accompagnement, soit une formation, soit les deux, accompagnement plus ou moins important en temps pour les différentes collectivités. Moi, j'ai personnellement accompagné les 5 que vous avez, donc SNTC, Corps, Pila, Chartreuse et Priva Centre-Ardèche sur l'aspect formation pour Priva Centre-Ardèche. Avec Mobicop, on a accompagné les Grands Causses. Beaumont, vous l'avez vu, donc accompagné par l'Agence locale de l'énergie de l'Ardèche. Investissement humain, donc qui varie suivant les collectivités, mais qui est un facteur clé parce qu'on est sur du changement de comportement. Et si on veut du changement de comportement, il faut expliquer ce que c'est que l'autopartage entre particuliers, parce que déjà l'autopartage, les gens ne savent pas forcément ce que c'est, y compris une bonne partie des élus. Et puis expliquer comment ça se passe. Donc expliquer en particulier à un réseau d'acteurs relais, donc des gens qui sont à la fois des relais de l'information et ce que j'appelle aussi moi des porteurs de bonnes paroles. Pas simplement de dire, ben voilà, il y a de l'autopartage entre particuliers, je ne sais pas comment ça marche, adressez-vous là, mais les plus motivés d'entre eux jouent aussi ce rôle d'expliquer le plus possible en quoi ça consiste, d'organiser des réunions publiques, par exemple, d'organiser des rencontres. Donc ça peut être les communes, ça peut être différents services publics, social, jeunesse, seniors, tourisme, etc. Ça peut être des associations locales, ça peut être des acteurs socio-professionnels tels que les auto-écoles. Voilà, et suivant les territoires, certains acteurs relais vont beaucoup relayer, d'autres assez peu. Ça repose vraiment sur les individus qu'on va avoir en face. La question de l'assurance, donc qui est une question clé. Donc Groupama Rhône-Alpes-Auvergne qui concerne 5 des collectivités. Donc Beaumont, c'est un cas un petit peu particulier. Ça n'est pas un contrat spécifique à l'autopartage entre particuliers, c'est le véhicule qui appartient à la commune qui est assuré par la commune. Donc on est sur un schéma un peu différent. Et Carthage, donc, qui assure la CAPCA, donc Priva Centre-Ardèche, et qui va assurer les Grands Causses. Donc c'est un service de mobilité qui est peu coûteux, qui est le seul coût, bon, ça n'est pas négligeable non plus, c'est le temps humain à y consacrer, mais c'est aussi en lien avec d'autres politiques de la collectivité. Quand on s'intéresse à l'autopartage entre particuliers, on fait autre chose que de la mobilité, on fait du social, on fait de l'animation locale, on met en réseau les acteurs. C'est également une pratique innovante. Il ne faut pas s'attendre à avoir dans 1 an ou dans 2 ans 150 autopartageurs sur un territoire. On est vraiment sur du coût humain, de l'accompagnement sur mesure. Et donc vous avez vu les chiffres, hein, les chiffres les plus élevés, c'est la Chartreuse, 19 groupes d'autopartage à l'instant présent, donc fin 2024. C'est aussi en lien avec l'importance de l'animation qui a été menée par Noémie et par sa prédécesseur. Donc là, on a un moment de... Donc voilà, vous avez la diapo que j'annonçais tout à l'heure avec
les pages Internet de chacune des collectivités qui sont consacrées à l'autopartage entre particuliers, les contacts, donc vous avez soit les contacts des personnes qui sont intervenues ou pour le PILA, la personne que j'ai remplacée parce qu'elle n'était pas disponible. Et la plupart des collectivités ont préféré mettre une adresse générique parce que ce webinaire et ce diaporama seront en ligne pendant plusieurs années. Donc on est sûr, même si les personnes changent, d'avoir toujours un interlocuteur à l'adresse mail qui est donnée ici. Donc ça, vous l'aurez, hein, je le rappelle, vous aurez ce support de présentation. Donc vous aurez accès à l'ensemble de ces ressources Internet. Donc, si vous avez des questions, des réactions, donc il y en a un certain nombre qui ont été posées sur le chat. Il y a été répondu. Si vous avez des questions que vous voulez poser encore sur le chat ou poser oralement, on a quelques minutes de marge. N'hésitez pas à prendre la parole ou à prendre votre clavier pour poser votre question. Oui, bonjour. Moi, oui, allez-y. Bonjour. J'ai une question sur les groupes d'autopartage. Vous avez peut-être parlé de ça au début du webinaire et je n'ai pas compris si c'était des groupes WhatsApp. Comment ça se traduit, ces groupes d'autopartage? Alors, ce qu'on appelle un groupe d'autopartage, c'est un ou plusieurs véhicules et un certain nombre, leurs propriétaires et un certain nombre d'emprunteurs. En général, un groupe d'autopartage, c'est un véhicule, son propriétaire et un ou plusieurs emprunteurs. Il arrive qu'il y ait des groupes qui fonctionnent avec plusieurs véhicules. On peut aussi avoir, c'est le cas sur une commune de l'Ouest rhodanien, on peut avoir, je ne sais pas à combien on en est maintenant, mais on a eu, j'allais dire à l'heure de pointe, 6 véhicules qui étaient partagés avec des conducteurs différents sur chacun des véhicules et certains conducteurs étant sur plusieurs véhicules. Donc voilà, un groupe d'autopartage, c'est un véhicule, son propriétaire et un ou plusieurs emprunteurs. D'accord. Qui ne fonctionnent pas forcément par WhatsApp. Oui, voilà. Et du coup, j'ai compris qu'il y a parfois des outils numériques. Enfin, tout à l'heure, il était question. Oui, il était question d'un groupe qui était plutôt via le format Frama Agenda. Mais je me demandais du coup parce que nous on travaille avec le public personnes âgées et du coup est-ce qu'il y a des modèles où c'est surtout du lien téléphonique? Alors tout fonctionne. Je vous renverrai pour partie au webinaire précédent parce que ce sont des questions qui ont été abordées. Tous les supports de communication sont bienvenus, y compris au sein d'un même groupe. Il y en a qui fonctionnent par le contact direct. Quand on est voisin de palier ou 2 maisons côte à côte, on fait beaucoup par le contact direct. Il y en a qui fonctionnent par l'écrit, SMS ou mail. Il y en a qui fonctionnent par le téléphone. Il y en a qui fonctionnent par des supports type WhatsApp. Voilà, on a les différentes modalités. Merci. Alors, le SMTC a levé la main. Oui, merci. Je me permets juste de compléter. Nous, l'assurance nous permettait justement d'avoir vraiment à la fois des échanges qui étaient vraiment comme les personnes le souhaitaient et des réservations en fait où les personnes se mettaient d'accord, soit par téléphone, soit par mail, soit par SMS. Enfin, voilà, vraiment les gens s'arrangeaient. Mais avec le fait qu'on doive changer d'assurance là, nous, les personnes devront obligatoirement réaliser une réservation sur un outil type application ou Internet. Donc, en fait, là aussi, on va avoir nous, en fait, notre préférence aurait été de pouvoir continuer à ce que les gens puissent faire absolument comme ils veulent, sauf que ce besoin de confiance, enfin, de rassurer l'assurance, nous amène en fait vers un outil qui sera numérique, malheureusement, si je puis dire comme ça. On est en train de voir comment on peut essayer de faire si jamais justement on a des gens qui sont un peu qui sont sans smartphone ou sans Internet pour continuer à leur proposer ce service-là. Mais voilà, ce sera moins facile en tout cas sur la suite. Il y a 2 sujets. Il y a le sujet de la communication entre les autopartageurs et il y a le sujet de la réservation. C'est la réservation qui est contrainte par Groupama aujourd'hui. Par contre, la communication, en dehors de la réservation proprement dite, peut continuer de se faire par les différents supports. Vous vouliez intervenir à Beaumont à Beaumont, pour éviter un peu cet inconvénient de l'utilisation d'Internet pour les personnes qui ne sont pas habituées ou pas connectées,
il y a aussi une des personnes du groupe qui a communiqué son numéro de téléphone, et donc les gens qui n'ont pas Internet, ils l'appellent, et c'est elle qui fait l'inscription sur l'agenda pour eux. Voilà. Alors, il y a une question par rapport aux assureurs. Alors, c'est un point qui avait été évoqué dans un webinaire précédent. Bien entendu que d'autres assureurs ont été contactés pour l'accord et le SMTC. Moi, j'en avais contacté 5. Et sur les 5, il y en a 2 qui ont fait une offre, qui était Groupama et la Maïf. Les 2 offres étaient de très bonne qualité. Ce qui a fait la différence, c'était le prix. La qualité était équivalente. Donc, on a retenu Groupama. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est l'obstacle qu'on a rencontré avec le parc des Grands Causses, c'est que la Maïf n'a pas souhaité se positionner. D'autres assureurs qu'on a contactés n'ont pas souhaité se positionner non plus. Les assureurs sont assez frileux sur ce sujet-là. Et Groupama, ça permet de répondre à l'autre question concernant Groupama plus spécifiquement. Groupama a un fonctionnement décentralisé. Donc c'était Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le périmètre ne correspond pas tout à fait à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les autres Groupama, donc Priva, qui dépend de Groupama Méditerranée, n'a pas une réponse négative de Groupama Méditerranée. Et aujourd'hui, Groupama, c'est Groupama National qui a décidé de récupérer la question, parce que Groupama National est le réassureur de tous les Groupama régionaux. Et on est dans une phase au niveau de Groupama, justement, de réflexion pour savoir si les choses vont se prolonger et quelle tournure elles vont prendre. Donc, l'expérimentation en elle-même va s'arrêter fin 2025, mais il y aura probablement quelque chose derrière. Mais de la part de Groupama National, ça ne sera plus décentralisé comme ça l'est aujourd'hui. Il y a une question d'Adrien Lancelot sur le niveau de satisfaction des différents acteurs qui ne se sont pas forcément exprimés. Est-ce que les résultats correspondent aux attentes et aux efforts qui ont été mis en œuvre? Donc, je pense à SMTC, Corps, Chartreuse et Grands Causses. Côté SMTC, on aimerait toujours qu'il y ait plus de personnes. Après, c'est un sujet qui, comme vous l'avez mentionné, qui est déjà difficilement compréhensible pour les gens qui mélangent souvent avec du covoiturage. Donc, il y a vraiment déjà une première pédagogie à faire sur qu'est-ce que c'est, quels sont les avantages et pourquoi c'est bien l'autopartage. Donc là, nous, on est en train d'essayer de réfléchir à comment essayer d'amener plus de personnes et des cibles un peu différentes, parce que pour l'instant, c'est vraiment des personnes qui sont déjà très convaincues par ce type de service, et on essaie d'aller voir une nouvelle cible, voilà, pour les SMTC. Une des réponses à cette question, c'est également que côté SMTC et Corps, comme ça a été évoqué, c'était expérimental jusqu'en 2020. Et depuis 2020, ça a été reconduit par les 2 collectivités. Pareil pour le PILAC en 2020, qui l'a reconduit ensuite. Ça montre quand même que pour les élus, qui sont aussi les financeurs, les expériences sont considérées comme positives. Laura Mercier du syndicat mixte de l'aire métropolitaine grenobloise, met dans le chat un lien pour le travail qui est mené à l'échelle de son territoire, donc avec en particulier les difficultés vis-à-vis de Groupama qu'on évoquait déjà. Alors comment les élus ont reçu la proposition au départ sur les différents sites? Il y en a que ça a fait rigoler. Parce que en fait, ils projetaient leur propre image, leur propre usage de la voiture, de dire mais voilà, ils avaient l'impression que c'était un truc de baba cool et que ça ne pouvait pas concerner un public plus large, parce qu'ils faisaient la comparaison avec leur propre usage de la voiture, sachant que les élus sont plutôt une population masculine, plutôt aisée financièrement, plutôt âgée, avec plutôt une grosse voiture. Donc, ça n'est pas le public de l'autopartage entre particuliers. Et ils se sont rendus compte à l'usage que c'était un public plus large et que c'était positif pour la collectivité, à la fois en termes d'image, mais aussi par rapport aux différentes actions de mobilité qu'elle mettait en place. Vous aurez la possibilité, après ce webinaire, de toute façon, de poser des questions, de contacter les collectivités. S'il n'y a pas d'autres questions dans l'immédiat, vu qu'on est pile poil dans le timing, on peut peut-être passer à la partie suivante.
Eh bien, en effet, je vais prendre le relais. Toujours pour vous donner la parole, on avait envie de sentir de votre côté, et suite à ces différents témoignages, en effet, qu'on a entendus et qui donnent un peu des ingrédients précieux pour réussir à animer ce type de démarche sur un territoire. Pour celles et ceux qui aimeraient s'engager, on se demandait voilà, quels seraient vos besoins, vos attentes, notamment en termes voilà, vos attentes prioritaires. Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles vous aimeriez échanger? Là, on a vu que le sujet de l'assurance, qui est un sujet un peu marronnier, revient souvent, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être des types de ressources que vous aimeriez pouvoir trouver, disposer? Est-ce qu'il y a des types d'accompagnement, des besoins d'accompagnement que vous identifiez, parce que peut-être il manque certaines compétences dans vos organisations? Voilà, donc je vous invite à, là aussi, ou lever la main ou inscrire dans le chat voilà, s'il y a vos besoins, vos attentes, voilà, et éventuellement s'il y a des projets que vous comptez mener là prochainement, pouvoir aussi nous les partager et nous dire où vous en êtes. Et voilà, l'idée c'est d'échanger là-dessus et de mettre en commun là tous ensemble. On a quelques minutes, on a 8 minutes pour ça. Il y a des gens qui sont en train de s'écrire, voilà. On va attendre que ça émerge. Si quelqu'un veut prendre la parole, le temps que les écrits sortent. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, pardon. Oui, j'avais une question. Enfin, je voulais, si possible, revenir sur cette histoire de label d'autopartage, parce que ça a été évoqué au début là sur le chat par rapport à l'attribution du label à des opérateurs d'autopartage. Donc, le lien avec l'autopartage entre particuliers, est-ce qu'il y en a un à faire ou pas? Alors, c'est possible, hein, dans le témoignage de Benoît Klein, justement, de Brest Métropole, il le dit bien, c'est-à-dire que eux, dans le label, les critères qu'ils ont définis, alors sont à la fois des critères qui portent sur les véhicules partagés, avec un certain niveau en termes de gamme critères, par exemple, mais c'est aussi pouvoir autoriser des associations qui gèrent de l'autopartage sur leur territoire à disposer de ces places de stationnement. Donc, en fait, c'est bien la collectivité, l'AOM, en fait, qui va définir comment est attribué le label sur son territoire. Donc, il y a un cadre général dans ce décret, mais il y a aussi une souplesse qui est accordée à l'AOM. Et peut-être qu'il y a des territoires ici qui l'expérimentent déjà. C'est vrai que c'est plutôt rare, hein, c'est plutôt dans les grandes métropoles, Île-de-France, Lyon Métropole et d'autres, que le label est défini. C'est vrai qu'à l'échelle des AOM, je ne crois pas que dans les territoires peu denses ou ruraux, il y en ait vraiment un. Et puis, c'est aussi en discussion de pouvoir revoir peut-être à terme les critères aussi, ou le décret autour du label, à plus long terme. Là-dessus, Delphine pourra nous dire 2 mots peut-être, si elle le souhaite. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Clara? Pour répondre à la question de Madame... Pardon. Pour répondre à la question de Madame Fleury, donc sur le centre de ressources territoriales du Couserans et autopartage de véhicules dormants de personnes âgées, c'est un peu ce que fait la communauté d'agglomération de Privas. C'est une de ses principales cibles, c'est justement des véhicules de personnes âgées qui sont peu utilisés et que la collectivité aide à partager. Et là, j'entends aussi dans cette remarque, il y a l'idée de lier peut-être des véhicules disponibles pour des trajets, mais aussi peut-être des conducteurs. Donc, on est aussi sur du covoiturage solidaire, si je comprends bien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a aussi entendu avec Teresa la semaine dernière, sur des territoires très ruraux, comme le besoin qui est identifié, c'est aussi de pouvoir amener des personnes âgées à un rendez-vous médical ou faire des courses. Il y a à la fois cette question du covoiturage solidaire, est-ce que quelqu'un peut faire un trajet avec une personne qui peut-être n'est plus en capacité d'eux, mais aussi de pouvoir disposer de véhicules temporaires pour des trajets courts sur ces créneaux-là sans avoir à prendre son véhicule personnel. Du coup, là, j'ai l'impression d'une nouvelle réflexion moi, que
que je constate là et un nouveau besoin qui est mis beaucoup par les territoires ruraux. Question de Coralie sur les outils. Donc, un support qui regroupe toutes les infos des derniers webinaires. Alors, oui et non. Soit vous faites, soit vous recollez différentes infos. Il y a, par contre, chacune des collectivités a organisé ce type de réunion. Donc, chacune des collectivités a fait à sa sauce ce type de support. Donc, y compris voilà, celles que j'ai accompagnées, les collectivités en sont propriétaires. Donc, moi, je vous invite à contacter les collectivités, mais de toute façon, il y aura besoin que de votre côté, vous le mettiez à votre sauce, parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques au territoire, qui correspondent à des objectifs qui seront peut-être un peu différents des vôtres. Ça sera peut-être aussi rapide de votre côté que vous piochiez les infos qui vous intéressent pour faire votre propre diaporama. De la même manière, il avait été posé dans les webinaires précédents des questions sur les outils de communication. Les collectivités, chacune a réutilisé les outils, mais il y a eu un travail derrière, y compris pour le mettre à sa charte graphique. Donc, c'est aussi la remarque que fait Valérie Baird, un besoin sur les outils de communication pour promouvoir le service dans un milieu rural peu dense, et aussi sur comment accompagner les groupes et définir des conventions de fonctionnement de partage des coûts. Donc ça, on y reviendra juste à la diapo qui suit sur en effet les structures qui peuvent vous accompagner à l'échelle nationale ou plus régionale, et peut-être qu'il y en a aussi plus directement sur votre territoire. Donc les outils de com, c'est certainement aussi des éléments qu'on retrouvera dans le futur site du collectif de l'autopartage. C'est des exemples, mais en effet, il faut souvent se le réapproprier, comme le disait Bruno. Les outils de com et les outils pratiques aussi, hein, le contrat, etc. Oui. Vous les aurez. Oui. Il y a déjà des outils qui sont sur le site d'ADTech en libre accès et sur le site du collectif, ça sera dans quelques mois. Il est en cours de construction. Adrien qui pose la question sur les résultats de la démarche de Priva. Alors, comme le disait Bruno, la chargée de mission vient de partir en fait de la communauté d'agglo. Mais c'est vrai que cette vidéo est un exemple d'outil de communication. Je ne sais pas si elle a visé à toucher le public ou plutôt voilà, d'autres institutions. Voilà, donc on n'a pas trop de retour de résultats sur la démarche de Priva. En effet, des questions sur l'assurance, hein, l'assurance qui reste un sujet prioritaire. Donc là aussi, il y aura des ressources là-dessus sur le futur site, et puis il y en a aussi dans les précédents webinaires et dans les précédents comptes rendus. Et donc, comme ça va être l'heure justement de passer à la conclusion, et ben voilà, vous citez, c'était une des questions qui revient, hein, comment animer sur son territoire, comment construire cette dynamique. Il y a des structures qui peuvent être ressources à l'échelle nationale pour accompagner les collectivités. C'est le cas de Bruno Cordier de la DTEC qui le fait depuis de nombreuses années. C'est le cas aussi de Mobicop et d'Adeline qui présentera justement la conclusion qui va suivre. Voilà, Mobicop qui a aussi mené des études, qui porte cet outil Coloc Auto qui permet qui propose un agenda pour faire les réservations des voitures et qui fait le calcul des frais partagés. Alors, il y a Cartage, qui est une start-up qui propose une surassurance et aussi une plateforme dédiée à l'autopartage entre particuliers. Et puis, à des échelles plus territoriales, donc on n'a pas pu encore identifier tous les acteurs. Mais alors, nous, Dromolib, et c'est le cas aussi de l'Alex 07 et de Teresa Renner qui le fait en Ardèche, on accompagne des groupes à l'émergence et à leur organisation. Donc, on accompagne des habitants, des groupes d'habitants. Et comme le disait Bruno, il suffit d'un propriétaire, d'un véhicule et d'un emprunteur. Ça suffit à constituer un premier groupe qui ensuite peut s'élargir. Et donc, on passe du temps à les aider à définir le cadre de fonctionnement et les règles de leur groupe qu'elles ont envie de se donner et qui sont importantes pour ces personnes. Et on leur met à disposition l'application numérique aussi Coloc Auto. Et on fait un suivi dans le temps. Donc, c'est aussi ce que font certaines ALEC comme l'ALEC 07. Et nous, on peut le faire, en effet, là, on l'expérimente pendant 3 ans dans le cadre du programme Teams, qui a aussi été cité par les grands causes tout à l'heure.
Donc, il y a peut-être d'autres organismes qui existent dans les territoires qui peuvent accompagner ces démarches. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à nous les indiquer ou à vous signaler si c'est aussi ce que vous faites sur vos territoires. Et on aura, dans le cadre du futur site sur l'autopartage entre particuliers, une cartographie qui permettra justement de recenser les structures qui peuvent accompagner des groupes dans les territoires, en plus d'une cartographie qui identifiera les groupes existants pour faciliter aussi des mises en relation ultérieures. Merci pour toutes vos questions qu'on reprendra et qui viendront compléter ce diaporama et auxquelles on répondra si on n'a pas eu le temps d'y répondre là. Et je passe la parole à Adeline pour la conclusion. Eh bien, merci à tous pour ce webinaire, ces échanges riches et ces témoignages particulièrement intéressants. Donc, ce qu'on vous propose, c'est pas de s'arrêter là et de continuer les échanges à travers notre forum de discussion sur Discord. Il y a plus d'une centaine d'inscrits actuellement. Vous avez le lien, vous avez un QR code aussi si vous préférez juste flasher et du coup vous rendre directement sur notre salon Discord. Dessus, on y parle de l'autopartage entre particuliers, des questions particulières, des questions générales. Et le but, c'est de créer un petit peu une communauté autour de ça. Vous l'avez entendu à plusieurs reprises aussi, on est en train de réfléchir à pérenniser ce collectif à travers une association qui aura donc pour objectif de fédérer les acteurs à l'échelle nationale et de diffuser les ressources et les expériences existantes sur l'AEP et pourquoi pas continuer à animer des webinaires comme celui-ci. Il y aura une réunion qui est organisée le jeudi 19 juin entre 13h30 et 14h30, donc ce jeudi, donc inscrivez-vous sur le Discord et vous pourrez nous rejoindre pour échanger sur la préfiguration de cette future association. Comme vous l'avez entendu aussi, on est en train de terminer la création d'un site web qui sera dédié à la collection de ressources sur l'autopartage entre particuliers, la cartographie des acteurs. Donc si vous n'êtes pas encore identifié auprès du collectif, n'hésitez pas à vous faire connaître pour vous puissiez sur ce site, mais vous pourrez y contribuer au fur et à mesure quand le site sera dévoilé au grand public. Et vous en saurez plus dans tous les cas le lundi 22 septembre à 13h30, qui est notre prochain webinaire sur le collectif d'autopartage entre particuliers. Et enfin, je vous rappelle que nous avons une journée nationale de l'autopartage entre particuliers qui est prévue en cette fin d'année, le mardi 9 décembre, à Rennes. Bloquez la date, les infos viendront à la rentrée de septembre. Merci à tous. Ça, c'est en présentiel. Ça sera en présentiel. Oui, ça sera en présentiel, une journée en présentiel à Rennes. Merci à tous. Vous avez les coordonnées des intervenants aussi. Et on vous dit à bientôt, peut-être dès jeudi prochain pour ceux qui veulent suivre la réunion sur la préfiguration de l'association. Et sinon, on vous transmettra le compte-rendu voilà, d'ici 15 jours, 3 semaines maximum, voilà, avec le replay notamment et le diaporama très rapidement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.